Salam à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous prouver que le peuple algérien travaille pour le Polisario. Donc on a tous vu cette image incroyable de Sangria et Tebboune au chevet du criminel Gali. C'est assez surréaliste et ça montre encore une fois le mépris de ce régime envers son propre peuple. Combien de fois Tebboune est allé au chevet des patients algériens atteints du Covid? Pourquoi n'ont-ils pas droit, eux, à un avion privé vers un hôpital espagnol pour avoir des traitements que Tebboune est incapable de leur offrir sur place? Combien a coûté ces transferts, aller-retour en Espagne, les frais d'hôpitaux, les frais d'avocat, l'avion algérien qui a dû faire demi-tour au-dessus d'Ibiza? On a vu comment l'Algérie a laissé ses propres ressortissants croupir dans l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'ils avaient tous des tests PCR négatifs. Ils ont laissé des enfants et des vieillards dormir sur le sol de Charles de Gaulle pendant des semaines entières. Ils ont d'ailleurs dû tous faire demi-tour. Par contre, Gali, lui, s'il a tous les droits, il a plus de droits que la majorité des Algériens. Si le Maroc faisait la même chose en dépensant des milliards de dollars pour financer une milice kabyle qui s'attaquerait à des villes algériennes, je serais le premier à dire que les dirigeants marocains ont perdu la tête. Mais comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, les dirigeants algériens ont complètement orienté leur politique étrangère vers la destruction du Maroc. Leur politique étrangère se résume à un mot: Maroc. Tous les jours que Dieu fait, les dirigeants algériens se réunissent pour réfléchir à comment ils pourraient nuire au Maroc. On l'a vu récemment avec cette interview de Tebboune au magazine français Le Point, où il a vomi toute sa haine du roi et du peuple marocain. Cette interview qui d'ailleurs coïncide parfaitement avec la crise entre l'Espagne et le Maroc. Vous voyez encore une fois l'opportunisme machiavélique de ce régime algérien qui s'engouffre dans toutes les brèches, motivé uniquement par sa haine crasse du Maroc. Pour Tebboune, c'était encore une fois un plan de com, pour cracher sur le Maroc. Imaginez un seul instant que le roi fasse la même chose, qu'après le conflit récent de ce député algérien qui a appelé la France l'ennemi éternel de l'Algérie, le roi organise une interview avec le Figaro pour dire que l'Algérie était un pays agressif. Ça serait tout simplement impensable. Un grand leader ne fait pas ça. Le roi du Maroc n'a jamais attaqué ou insulté les dirigeants algériens, et encore moins le peuple algérien. Bien au contraire, il a eu une attitude d'ouverture. Il a appelé à mettre de côté, je cite, les blessures du passé et rouvrir une page nouvelle. Il a félicité l'Algérie pour sa victoire de la CAN et a envoyé une lettre à Tebboune en Allemagne pour lui souhaiter bon rétablissement. Et Tebboune, lui, n'a répondu que par l'insulte. C'est un président illégitime, élu avec 14% des votes, faut-il le rappeler. Mais il faut vraiment le voir avec le prisme de la maladie mentale. Je pense sincèrement, sans exagération, que les dirigeants algériens sont des malades mentaux. Ils ont des formes rares de problèmes psychiatriques. Je donne l'exemple de Bouteflika qui avait une relation de haine-adoration à l'égard du roi Hassan II. C'est extrêmement troublant, et le mieux pour en parler d'ailleurs, c'est l'Algérien Sifawi. Mais sur un autre dossier, quel rôle Abdelaziz Bouteflika a-t-il joué sur la crise algéro-marocaine du Sahara notamment? Alors, sur le Maroc, moi je pense que, comme sur d'autres sujets, Bouteflika a un rapport qui relève, je pèse mes mots, hein, je suis très sérieux, vous voyez, je suis très calme, il n'y a aucune impulsivité dans ce que je dis, qui relève parfois de la psychiatrie. J'ai toujours été interpellé par les gens qui ont une attitude ou un rapport d'attirance-répulsion ou d'amour-haine à l'égard des choses ou des gens. Et Bouteflika fait partie de cela, sur plusieurs dossiers. J'en prendrai deux. Les Marocains. Bouteflika est plus marocain que n'importe quel Marocain. Mais en même temps, il déteste, ou il détestait Hassan II notamment, et aujourd'hui Mohamed VI. Il le détestait ou l'admirait? Mais c'est ça, c'est ce que je vous dis. Ça relève de la psychiatrie. C'est-à-dire quand on est dans un rapport d'amour-haine. Il signait, comme je le rapporte dans mon livre, c'est son courrier, votre serviteur dévoué, ou votre dévoué sujet, Abdelaziz Bouteflika, quand il écrivait au roi du Maroc. Donc il se considérait comme un sujet de Hassan II. Il ne se considérait pas comme un citoyen algérien. Mais en même temps, il avait un rapport qui s'est d'ailleurs continué, à la fois d'admiration à l'égard de ce roi à peine plus âgé que lui, qui fut sacré au moment où lui aussi accédait aux premières loges de la chose politique. Et il y a, je crois, quelque part, quelque chose que les psychologues et les psychiatres devraient explorer. Puisque cette image que j'ai relatée dans mon livre, où le jour des funérailles de Hassan II, on le voit s'agripper. Ce n'est pas de moi, l'analyse n'est pas de moi,
c'est un fin connaisseur et à la fois et de Bouteflika et du pouvoir algérien qui m'a, disons, brossé ce tableau. Il me dit, est-ce que vous avez vu le jour où il s'est agrippé au cercueil de Hassan II? Je dis oui, parce que c'est effectivement une image qui avait marqué à la fois et les Marocains et les Algériens, vu la tension ambiante qui a perduré depuis l'indépendance. Alors il me dit, ce geste, c'est de la haute voltige diplomatique, à première vue, ce qui est vrai, puisqu'avec un tel geste, on réconcilie quasiment deux pays. On voit un président d'un pays en train carrément de souffrir devant la mort du monarque contre lequel il n'a cessé de mener des offensives et lequel monarque lui rendait bien. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de prendre parti. Et il m'a dit, oui, mais il y a autre chose. Il y a autre chose de beaucoup plus profond. Il m'a dit, parce que vous ne connaissez pas Bouteflika. Moi, je le connais. Et je lui demandais donc de m'expliquer. Il m'a dit, Bouteflika a depuis toujours rêvé de parler d'égal à égal à Hassan II. Et en fait, il devient président algérien en avril 1999. La première chose qu'il fait, pratiquement, c'est prendre rendez-vous avec Hassan II. Rendez-vous est pris pour septembre. Et Hassan II lui claque entre les doigts. Il décède en août. Pas de bol. Donc, quelque part, il pleurait plutôt son sort, son propre sort que celui de Hassan II. Il pleurait le fait de ce rendez-vous manqué, de cette situation dont il a toujours rêvé et qui n'a pas pu finalement se présenter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, les relations entre lui et le fils, entre lui et Mohamed VI, allaient être détestables, puisqu'il a pris de haut. C'est-à-dire qu'il s'est comporté avec Mohamed VI avec un tel dédain, comme Hassan II s'était comporté avec lui. Les dirigeants algériens ont dépensé plus de 300 milliards de dollars pour soutenir le Polisario depuis sa création. Les frais d'avocat, les frais de lobby, les frais pour maintenir ce gouvernement d'incompétents de la RAST qui a son bureau aux Nations Unies et en Union africaine. Les pauvres Algériens financent deux gouvernements d'incompétents, le gouvernement de Tebboune et celui de Babouche. Il y a aussi les frais liés au camp de Tindouf, eau, électricité, nourriture. Les réfugiés vivent mieux que certains Algériens. Ils ont des passe-droits qui leur permettent d'importer des biens qui sont interdits au reste de la population algérienne, comme des voitures venues d'Espagne. شوف او شافني واحد ما حبش الاخر. شوف هذه طوموبيل جايه من اسبانيا، دوك هذه يبدلها الماتريكول وتولي جزائريه بتشيبا ويبيعها الجزائري ب 300 مليون. هاي لي هذا الخرده هذه هاي لي. Les leaders du Polisario ont des villas en Espagne, en Algérie et en France. Il y a aussi les frais de propagande avec les différents journaux du Polisario sur Internet qui sont financés par l'Algérie. La ridicule agence de presse Sahraoui, par exemple, qui est un copier-coller de l'APS, Algérie Psychopathe Service. Tous ces journalistes inutiles qu'il faut payer. Il y a aussi les frais d'avocat pour attaquer l'accord de pêche Europe-Maroc ou pour attaquer les entreprises néo-zélandaises qui importent du phosphate marocain. Tout ça, c'est des centaines de milliers de dollars dépensés, et d'ailleurs pour rien car le Maroc finit toujours par avoir gain de cause. Et le Maroc n'est jamais partie prenante, donc il n'y a pas de frais d'avocat pour le Maroc dans ces affaires. C'est entre l'Algérie et des entreprises privées. Finalement, ce qui est certainement la plus grosse dépense du contribuable algérien, ou dois-je dire la plus grande perte, c'est bien évidemment l'armée du Polisario. À votre avis, qui la finance? Est-ce que le gouvernement de la RAST prélève des taxes? Bien sûr que non, c'est l'Algérie qui paye les salaires de ses soldats en sandales, mais aussi les équipements militaires et enfin l'essence pour que ces terroristes roulent des milliers de kilomètres dans le désert algérien pour filmer des images de propagande où ils sont soi-disant en train d'attaquer le mur des sables. Mais le paragraphe constate les symptômes, mais il ne va pas à la cause, l'origine du mal. L'origine du mal, c'est quoi? Il y a malnutrition parce que tout d'abord, il y a détournement de l'assistance humanitaire. Il y a malnutrition parce que tout d'abord, l'Algérie préfère armer le Polisario
Ils demandent à la communauté internationale de nourrir les populations, ce qui est moralement inadmissible. Bien plus, ce que dépense l'Algérie pour équiper le Polisario peut nourrir ces populations pendant des années. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez être surpris. Ça, c'est un tank d'origine russe, le T-72. Combien il coûte? Il coûte 1 million de dollars. L'équivalent de son prix, avec 1 million de dollars, ben, l'Algérie peut nourrir 7018 personnes pendant un an. Avec le prix de cette tank, l'Algérie peut fournir des services de santé à 19 355 personnes et garantir l'éducation à 6 186 enfants par an. L'Algérie préfère acheter les armes et demande aux contribuables de l'Occident de payer. Donc en conclusion, les dirigeants incompétents algériens ont dépensé des centaines de milliards de dollars pour soutenir leur création, la bête de Frankenstein. Ils étaient soutenus par la Libye, l'Égypte et beaucoup de pays alliés à l'Union soviétique, mais le mur de Berlin s'est écroulé en 1989 et avec lui tout espoir des généraux algériens de voir un Sahara indépendant. 1989 a été le début de la décennie noire qui a mis l'Algérie dans une situation de quasi-faillite. En 1991, le Maroc accepte le référendum, mais l'Algérie refuse de recenser la population des camps de Tindouf. Il y a ensuite la décennie noire qui passe et met en pause tout retour à la table des négociations. Après une décennie de pause, le Maroc refuse de revenir dans cette mascarade et invoque l'état de fait. Il n'y a plus de recensement possible. La population des camps de Tindouf a été artificiellement gonflée en incluant des tribus touaregs et subsahariennes qui profitent des aides des Nations Unies. Les Algériens reviennent avec force dans les années 2000 pour reprendre les négociations, mais le Maroc est en position de force. En 2007, l'administration Clinton valide le plan d'autonomie comme seule solution crédible pour régler ce problème. En 2018, Koller, le représentant de la MINURSO, exige une table ronde avec la Mauritanie et l'Algérie qui sont pour la première fois désignés comme des parties prenantes au conflit. Et depuis novembre 2020 et le blocage de Guerguerat, on assiste à une fuite en avant du pouvoir algérien, qui pensait pouvoir faire pression sur le Maroc. Et ça s'est fini par la reconnaissance historique des États-Unis de la marocanité du Sahara. Avant cela, il y a eu le retour du Maroc dans l'Union africaine en 2017, après 33 ans d'absence, le retrait de 49 pays de leur reconnaissance de la RAST à travers le monde, l'ouverture d'une trentaine de consulats étrangers à Dakhla et Laayoune. Donc cette chronologie, c'est pour vous montrer qu'il y a une frustration énorme qui s'est accumulée pendant des décennies du côté des généraux algériens, jusqu'à les atteindre psychologiquement. Les dirigeants algériens détestent le Maroc parce qu'ils ont tout simplement perdu la raison. Ils sont tombés dans l'irrationnel, ils ne réfléchissent plus, ils sont dans l'ordre de l'instinct, la répulsion primaire de tout ce qui est marocain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres raisons qui pourraient expliquer cette haine.